Bonjour Zina. Bonjour Florian. Alors aujourd'hui, on va parler du roman de Reinhard Kaiser-Mühlaecker, Lilas rouge, paru aux éditions Verdier dans une très belle traduction d'Olivier Lelay. Alors c'est son premier roman traduit en français, mais cet auteur n'en est pas à son coup d'essai. Oui, enfin, il est traduit en français. C'est vraiment un auteur d'exception, un auteur autrichien qui est né en 82, ce qui est quand même étonnant parce qu'on a toujours l'impression de lire un classique quand on lit ses romans. Il a fait des études d'agronomie et d'histoire. Il a fait un service civique en Bolivie. La Bolivie va aussi jouer un rôle dans ce roman dont on va parler. Donc, il est né en Haute-Autriche, dans un village qui s'appelle Kirchdorf an der Krems. C'est aussi le lieu principal de ce roman. C'est un roman qui est apparu en Allemagne en 2012, suivi par un roman qui s'appelle Lilas noir, Schwarzer Flieder, qui est une sorte de suite, mais on peut lire les livres de façon indépendante. Et il a déjà publié 7 romans au total, donc tout salué par la critique. Donc je suis très contente que les lecteurs français puissent découvrir celui-ci maintenant. Et de quoi parle Lilas rouge ? En fait, c'est l'histoire d'une famille autrichienne sur plusieurs générations. Elle commence avec Ferdinand Goldberger, qui est chef de section du parti nazi et qui va, au début des années 40, quitter son village en Haute-Autriche pour aller s'installer donc à Kirchdorf an der Krems. Pourquoi il part? On ne sait pas exactement, mais il y a quand même quelques actes qui craint la vengeance des villageois. Donc il doit fuir avec sa fille Martha, et donc ils vont s'installer sur une ferme abandonnée où ils vont être rejoints par son fils Ferdinand, le même nom, qui était soldat pendant la guerre, qui était prisonnier à la fin et qui va les rejoindre, plein de rancune contre son père, mais qui va accepter de s'installer et de prendre les choses en main de fur et à mesure. Il va avoir 2 fils, Thomas et Paul. Thomas va lui suivre en tant qu'agriculteur et Paul ne va pas être choisi en tant qu'héritier. Donc il va continuer l'école. Il va très mal le vivre, il va être très fragile, devenir alcoolique à la fin. Après un incident très grave, il va fuir l'Autriche, il va s'installer en Bolivie. Donc un passage qui crée une petite rupture vers la fin du roman, qui sinon joue surtout sur cette ferme en Autriche qui héberge la famille et où la vie est vraiment marquée par la répétition des gestes, par le cycle éternel des saisons. Et en t'écoutant, on voit que c'est donc un roman ambitieux, c'est un roman sérieux, un roman grave, un roman fleuve, mais qui a l'énergie du torrent, d'où le plaisir qu'on prend à le lire. Reinhard Kaiser-Mühlaecker, d'entretien en entretien, a eu cette formule qui était écrire avec pitié et sans pitié, mit Erbarmen, erbarmungslos. Comment ça s'incarne dans l'écriture? Je dirais qu'il décrit les personnages de façon très réaliste, en fait. Il n'y a pas la bonté pure, il n'y a pas la méchanceté pure, donc il n'est pas supérieur à ses propres personnages. Ils sont tous coupables, en quelque sorte, de vouloir vivre dans l'instant, de vivre à l'époque où ils sont nés, et d'être incapables aussi de comprendre pleinement le passé et de le compenser pour un avenir meilleur. Donc les montrer dans leurs conditions humaines, ça fait preuve de pitié et c'est cruel en même temps. Et on pourrait voir ça comme un roman historique, mais ce n'est pas vraiment le cas. Oui, il a vérifié ces faits historiques, c'est sûr, il y a une base solide. Donc il nous fait sentir l'histoire, mais ce n'est pas l'essence, ce n'est pas l'essentiel de son écriture, car on peut dire que ce qui n'est pas raconté dans les livres d'histoire, ce qui n'est pas dans les archives en quelque sorte, c'est la suite logique du silence des témoins qui ont vécu certains événements. Donc lui, il va nous raconter ce qui n'est pas peut-être dans les livres d'histoire. Le silence, d'ailleurs, joue un rôle très important dans ce livre. Il y a plusieurs personnages qui ne parlent pas. Il y a par exemple, au début du roman, une sorte d'idiot du village. C'est un garçon handicapé qui ne peut pas parler, qui communique par les bruits, par les gestes, et qui va annoncer l'arrivée des Goldberger au village, comme une sorte d'oracle muet. Et après, il y a Martha, donc la fille, qui décide de ne pas parler pendant des très longues périodes parce qu'elle est traumatisée par un événement qui a eu lieu dans son village natal. Et après, on sait aussi que sa mère, la mère de Ferdinand et de Martha, n'a pas parlé à la fin de sa vie, donc qui a refusé clairement à participer à la vie quotidienne
qui continue malgré les événements. Et oui, on a le silence d'un côté et de l'autre côté les personnages qui parlent beaucoup mais qui ne disent pas l'essentiel non plus. Goldberger notamment, il ne parle pas de ses crimes. C'est surtout un livre sur le non-dit. Je trouve que c'est la grande réussite de ce roman, de nous faire sentir le non-dit, les choses qui sont tues et qui coulent quand même dans nos veines, qui sont palpables partout, mais qui ne sont pas prononcées. Un livre sur le non-dit, et pourtant le personnage du père, Ferdinand Goldberger, a cette phrase qui va l'obséder, qui va être comme une sorte d'échappatoire. Cette phrase, quelle en est l'idée exactement? En fait, il lit une phrase dans la Bible qui dit « Dieu punira jusqu'au 7e maillon ». Donc, il prend ça comme une sorte de malédiction pour sa famille. Il pense qu'il va y avoir des membres dans sa famille qui vont souffrir, dont l'existence est vouée à l'échec. Donc, il guette les signes partout. Il tient un petit calepin où il note, où il fait des calculs, parce qu'il ne sait pas exactement ce que c'est un maillon. Est-ce que c'est une génération? Est-ce que c'est une personne? Donc, il fait des calculs et ce carnet, en plus, va être trouvé par son fils, puis par son petit-fils. Donc, cette malédiction devient une sorte de mythe familial. On va pouvoir lire un extrait pour faire entendre un petit peu cette langue. Commençons peut-être par un extrait en allemand, puis après en français. Oui, avec plaisir. C'est Ferdinand, donc le jeune Ferdinand. Il est encore prisonnier pendant la guerre. Irgendwann war der Krieg vorbei. Man hatte verloren. Ferdinand geriet in Gefangenschaft. Sogar hier gab es bald Routine, Alltag. Alle zusammen hatten sie es sich schlimmer vorgestellt. Alles, als es war. Nein, aber nichts konnte schlimmer als das Gewesene sein. Die Tage vergingen, einer wie der andere, namenlos. In der Luft, einmal stärker, einmal schwächer, aber beständig ein fremder, weiter Geruch. Das war das Meer. In der Nacht hörten sie es rollen. Ferdinand irritierte weniger das laute, sinnlose Geräusch als der Geruch. Er konnte sich dazu nichts vorstellen. Hin und wieder kam das Rote Kreuz. Und irgendwann, ihm kam vor, noch gar nicht sehr lange im Lager zu sein, hieß es auf einmal, er könne gehen. Erstaunt vom jähen Ende des Alltags und damit auch gar nicht unbedingt sofort einverstanden, nahm er seine wenigen Sachen, verabschiedete sich von denjenigen Kameraden, die bleiben mussten, und ging. Als der Krieg zu Ende war, war neben aller Freude eine eigene Angst in ihrer Kompanie aufgekommen. Die Angst vor Neuem, Unbekanntem, dem Abhandenkommen des Gewohnten. Diese heimliche Angst begleitete nun auch Ferdinand wieder. Er wusste einfach nicht mehr, was er tun sollte. Merci. Donc le même passage en français. Un jour, la guerre s'acheva, on l'avait perdue. Ferdinand fut fait prisonnier. Même en captivité, la routine ne tarda pas à s'instaurer, le quotidien à reprendre ses droits. Tous s'étaient imaginé la situation sous un jour bien plus noir, ou plutôt non. Rien ne pouvait être pire que ce qu'ils avaient déjà vécu. Les jours passèrent, anonymes, semblables les uns aux autres. Ils flottaient dans l'air une lointaine, puissante et singulière odeur, tantôt forte, tantôt plus estompée, mais permanente. C'était la mer. Ils entendaient la nuit le roulement des vagues. Ferdinand était moins incommodé par le fracas absurde du ressac que par l'odeur. Elle ne lui inspirait aucune image. La Croix-Rouge passait au camp de temps à autre, et on lui annonça un jour, il lui sembla qu'il n'était pas arrivé depuis très longtemps, qu'il pouvait s'en aller. Surpris de voir la vie quotidienne soudain prendre fin, et dans les premiers instants plutôt désarçonner. Il rassembla ses quelques effets personnels, prit congé des camarades qui étaient contraints de rester et s'en alla. Quand la guerre s'était achevée, une crainte étrangère s'était fait jour au sein de sa compagnie. En dépit de la joie profonde qu'ils éprouvaient, ils avaient peur de la nouveauté, de l'inconnu, le désarroi face à la perte des habitudes. Cette peur secrète habitait encore Ferdinand au moment de son départ. Il ne savait pas trop ce qu'il devait faire à présent. On l'a entendu dans cet extrait, il y a un rapport très très fort au quotidien, à la monotonie. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette écriture qui suit un petit peu le passage des saisons? Oui, je trouve que l'extrait montre bien en tout cas comment quelque chose d'extraordinaire, c'est-à-dire être prisonnier, voilà, c'est la guerre, c'est la crise, et donc, mais la crise devient normalité. Donc on est habitué à une situation qui ne nous révolte plus parce qu'on y est habitué. Et je trouve que ça, c'est un peu typique pour tout le livre, c'est-à-dire il y a cette malédiction, il y a des échecs, des crises d'existence en permanence, mais voilà, c'est un livre très épais, on sent vraiment le temps passer, le rythme des saisons
c'est vrai qu'il y a des changements, il y a la modernité qui arrive, la grande histoire ne s'arrête pas, donc sur la ferme, ils vont faire des adaptations nécessaires pour survivre, mais au premier plan, il y a comme la continuité, c'est-à-dire les soucis et les joies restent les mêmes, le poids qui pèse sur eux, c'est le même, et oui, c'est une accumulation de détails. L'auteur crée vraiment de la place pour qu'on sente ce quotidien à l'emblème de la vie, c'est-à-dire c'est ça la vie, c'est un tas de détails et c'est à nous d'attribuer de l'importance à tel ou tel détail et de trouver une sorte de fil rouge. Et je ne sais pas comment toi tu l'as senti, mais en tant que lecteur, on essaye de tout absorber en pensant que tel ou tel détail pourrait devenir important plus tard dans le livre, mais finalement c'est nous qui sommes absorbés par ces détails-là. Et on est noyé, comme les personnages, dans ce quotidien, et on est incapable de lever la tête, de se dire, OK, il y a des choses qui ne vont pas, qui ne sont pas bien. Donc, oui, effectivement, il y a tout ce travail sur la routine, sur la monotonie, parce qu'on a ces personnages justement qui se sauvent grâce à la routine. C'est la routine, tous quand ils travaillent comme paysans, c'est l'obligation des jours, tout ce qu'ils doivent faire, qui est véritablement quelque chose qui leur permet d'éviter de voir clair en eux-mêmes. Et d'ailleurs, à ce sujet, on voit que les personnages, sans doute comme nous, comme les êtres, naviguent dans un clair-obscur dans le rapport à eux-mêmes. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur le flou au niveau des motivations des personnages? Oui, la motivation, c'est, je pense, aussi le bonheur individuel, parce qu'on ne peut pas dire qu'ils n'ont pas de conscience, mais ils sont... il y a plutôt ce sentiment qu'une vie seule, une vie est trop courte pour toute cette repentance qui est dans l'air en quelque sorte après des événements d'une telle ampleur, et ils sont accablés un peu par ça. Et c'est vrai qu'ils attribuent tous de l'importance à cette phrase de la Bible, c'est-à-dire cette malédiction qui n'est jamais prononcée comme une malédiction mais qui est très présente pour eux. Ça dirige un peu leur vie. C'est vrai que Goldberger, prenons cet exemple-là, le vieux Goldberger qui a quand même commis des crimes pendant la guerre, il y a 2 scènes seulement qui montrent qu'il a quand même une conscience, c'est-à-dire au début, il est toujours chef de section et il doit exécuter un prisonnier polonais. Mais il a 15 minutes de retard. Donc il court sur cette colline, mais cet homme, il doit attendre sa mort pendant 15 minutes, agenouillé dans son cercueil. Et ce retard va peser sur lui énormément toute sa vie. Et donc on voit que des années peuvent s'écouler comme ça et rien ne change vraiment, mais 15 minutes peuvent changer une existence. Et il y a une deuxième scène où il doit, plus tard, il est agriculteur, il doit abattre un agneau aveugle qui n'est pas capable de survivre. Et donc il pleure, il implore Dieu. Pour lui, c'est très difficile d'abattre cet agneau qui devient, donc dans cette métaphore qui est très subtile dans le livre, même si c'est une grande métaphore, cet agneau devient pour lui comme un enfant innocent qui doit sacrifier à Dieu pour se faire pardonner. Mais même cette malédiction, il est très malin en quelque sorte, parce que pour lui, la malédiction, ce n'est pas un poids, c'est une issue. En disant que sa famille va être punie sur plusieurs générations pour les crimes qu'il a commis, il se déclare coupable, mais de l'autre côté, la punition est délocalisée. Ça lui permet, lui, de renouveler son existence, de se marier, de faire fortune, même avec une mine qu'il trouve dans l'environ de la ferme. Et parce que c'est en fait les autres, c'est les prochains, c'est son fils peut-être, son petit-fils, on ne sait pas encore lequel, qui va payer pour lui. Donc, et on va voir le même effet, le même comportement chez son fils, chez son petit-fils, parce qu'ils choisissent en fait d'attribuer l'importance à cette petite phrase dans un livre épais qui est la Bible. Ils sont même pas très religieux, ils flirtent un peu avec la religion, mais ça va pas plus loin. Mais ils décident de donner du pouvoir à ce détail-là. Et je trouve que ça prouve comme c'est important de choisir les détails dans notre existence auxquels on veut attribuer de l'importance. Et c'est important de savoir quelle histoire on veut raconter sur notre vie. Merci. Merci à toi. Très bien, donc voilà, Lilas rouges de Reinhard Kaiser Mühlecker, aux éditions Verdier, dans une traduction d'Olivier Lelay. À bientôt.